Ok, super. Donc je vais commencer sur user et role. Donc je vous ai déjà donné le contenu pour cette partie-là. Euh, donc ouais, c'est une relation many-to-many. Donc un utilisateur a plusieurs rôles et un rôle peut être associé à plusieurs utilisateurs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des rôles et un user par défaut, disons. Euh, donc ici, dans notre application service IMPL, ce machin-là, il est appelé quand l'application démarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux nouveaux rôles. Donc un nouveau rôle user, qui va être genre le rôle par défaut, et puis un rôle admin aussi. Très bien. Et puis du coup, après, on peut utiliser le rôle repository. Je crois que je vous l'ai déjà donné. Ouais, je l'ai déjà donné. On peut utiliser le rôle repository pour juste faire un save sur les rôles. Et après, on va créer les utilisateurs et on va les associer. Donc, rôle repository. Je vais récupérer le user repository en même temps. Alors, ici. Désolé, il pleut beaucoup, peut-être que vous entendez la pluie derrière, j'espère pas trop. Role repository.save, puis admin. Et puis du coup, il reste à créer un utilisateur avec un rôle admin, donc un genre de super utilisateur. Donc c'est assez classique dans une appli d'avoir des rôles par défaut, et puis genre un utilisateur super admin. Et puis après, les autres, ils sont créés en dynamique. Éventuellement, il peut y avoir des rôles créés dynamiquement supplémentaires ensuite, mais c'est bien en avoir de base. Du coup, là, je vais faire new user qui va s'appeler admin. Donc ça, c'est ce user-là. Donc je vous avais déjà passé un constructeur. Donc là, vous avez password. Donc là, je vais mettre super mot de passe 1. Enabled, c'est un truc qui est demandé par Spring Security. Donc là, je mets juste true comme ça. Et puis là, comme rôle, je vais passer admin. Éventuellement ici, j'en avais déjà parlé, mais ça c'est une syntaxe de type varargs. Donc en fait, quand vous voyez les trois petits points, vous pouvez passer plusieurs éléments. Donc éventuellement, vous pouvez passer user, virgule, admin. Ok. Donc là, je vais juste dire, admin, ce user-là, il est admin tout court. Donc je vais l'appeler, disons, admin role et puis user role. Et puis, il me reste à sauvegarder. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Ok. Alors, il manquerait pas un truc ici, par exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on va sauvegarder comme valeur dans la base de données? On va sauvegarder un mot de passe en clair. Ok, donc là, ça, c'est la version qu'on appelle clear text. C'est la version qui n'est pas hachée. Euh, Ça, c'est pas bon. Donc en fait, on s'en serait rendu compte qu'on aurait testé les mots de passe plus tard. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le password encoder pour hacher le mot de passe. Donc au lieu de faire directement super mot de passe 1, on va faire password encoder.encode. Voilà. Et puis du coup, ce machin-là, ça va retourner la version hachée du mot de passe, donc qui est secure pour être stocké en base de données. Ok. Donc là, ce password encoder-là, il est configuré où? Il est dans Basic Auth Configuration et il est ici. Donc là, ici, on va utiliser bcrypt. Donc il faut faire return new bcrypt password encoder. Voilà, tout simplement comme ça. Et puis après, du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est configurer ici l'authentication provider. Donc là, je vais faire provider.setPasswordEncoder et récupérer ma méthode. Et puis set user detail service. Et puis là, j'ai pas mon user detail service. Donc je vais en créer un nouveau. Donc ici à gauche, je crée une nouvelle interface. C'est user detail service. Ça, c'est le machin qui va aller chercher en base de données notre utilisateur à partir de username.
Donc là, je vous demandais dans l'énoncé d'étendre euh, le user detail service de Spring. Alors si ici en Java, si vous avez un nom d'interface comme ça, user detail service, et vous avez dans la même classe, mais dans le même fichier, une autre classe qui s'appelle pareil, mais qui n'est pas dans le même package, il faut que pour le deuxième élément, vous mettiez tout le package name au complet. Okay. Une autre solution, ce serait ici, au lieu de l'appeler user detail service, on pourrait l'appeler mon user detail service, par exemple. On n'aurait pas besoin ici de rajouter le nom de package à droite pour importer celui de Spring. Personnellement, j'ai une préférence pour le faire comme ça, mais j'ai vu les deux dans du code. Autre chose, ici on a une interface qui étend une autre interface. C'est bien le mot-clé extends qu'il faut utiliser et pas implements. Okay, donc ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, une interface ne peut pas implémenter quelque chose. Parce qu'une interface, ce n'est pas une implémentation, c'est juste une définition. Donc ici, c'est bien extends. Et puis ce qui me reste à faire après, c'est de créer du coup l'implémentation de mon user detail service. Donc, je vais faire user detail service IMPL. Ce sera une classe. Et puis ça, du coup, on fait implements user detail service. Donc là, il faut implémenter la méthode load user by username. Donc ça, c'est une méthode qui vient de l'interface de Spring. Donc si je fais CTRL U sur la méthode, j'arrive du coup ici dans user detail service qui vient de Spring. Et du coup, vu que c'est une interface, ça me force à implémenter cette méthode-là. Et en gros, c'est cette méthode-là qui va charger dans votre base de données l'utilisateur à partir d'un username. Okay, donc c'est ça en gros qui fait la connexion entre votre appli et votre base de données pour que Spring puisse valider l'utilisateur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Ok. Très bien. Donc là, en gros, ici, on est dans le service et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en base de données notre contenu. Donc si on regarde un petit peu la base, ouais, donc je l'ai ici. Donc là, on a nos rôles, nos users. Et puis l'idée, c'est qu'on veut charger tout un user detail au complet à partir de la base de données. Donc pour ça, on va utiliser tout simplement le user repository. Private user repository. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est on va faire user repository.findById. Et là, ce qu'on remarque ici, c'est que l'ID, c'est un string. Comme je vous disais tout à l'heure, ici le user, j'ai mis la notation ID sur le string username. Et puis du coup, si on regarde la table, ici à droite, on voit bien que username, il y a user primary key ici, c'est bien sur username. Donc ici, le user repository reflète bien cette partie-là. Juste pour info, ici dans user repository, c'est le string ici qui va définir le type de findById. Donc là, c'est findById username. Donc là, ce machin-là, ça retourne un optional. Donc du coup, ça veut dire que l'optional, on se rappelle, c'est pour... Oui. Bah du coup, alors ici, il faut charger un user à partir de son username. Et là, moi, j'ai défini comme, comme ID, j'ai défini son username en fait. Non. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est juste ici. Très bien. Et puis du coup, find by ID, on se rappelle, ça retourne un optional. Donc en gros, au lieu de retourner nul s'il n'y a pas de valeur, ça retourne un optional qui peut être vide. Donc là, ici, load user by username, je ne m'attends pas à ce qu'on me demande un username vide. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une exception si je ne trouve pas ce username-là en base de données. Donc nous, on a déjà vu la syntaxe or else throw. Donc ça, on l'a déjà vu quand on a fait notre semaine sur la programmation fonctionnelle et les streams. Donc là, je peux mettre ça dans une variable et ça retourne le user. Ce qui est bien, c'est ici, dans cette méthode-là, en fait, la signature de la méthode nous demande de faire un username notre fin d'exception.
Et ici, dans le or else throw, si vous regardez, vous pouvez aussi passer une lambda, et la lambda peut instancier une nouvelle exception qui ne sera pas l'exception par défaut. Donc l'exception par défaut, c'est no such element exception. Nous, on va changer ça. Dans le cas d'une erreur, donc dans le cas où l'utilisateur n'est pas présent, on va plutôt retourner username not found exception. Okay. Je vais mettre un petit message, username not found, et puis concaténer avec le username. Donc là, on a une exception qui va remonter à la couche. Donc là, on est dans la couche service, donc remonter à la couche contrôleur avec une exception qui est intéressante pour le contrôleur. Et du coup, éventuellement, on va pouvoir retourner ça au front. Et du coup, le front, éventuellement, peut montrer un message qui est plus intéressant que juste on ne trouve pas cet élément-là. On pourra dire c'est à cause que le username n'est pas présent en base de données. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? En fait, ce qu'on veut faire à la fin, on veut retourner new user, donc qui vient de Spring. Donc encore une fois, il faut que je mette tout le package parce que j'ai aussi un user qui définit dans mon code. Et dans un user, on a username, password et une liste d'autorités, donc c'est l'équivalent d'un rôle en fait. Donc là, on a user password. Ce qui nous manque, c'est la liste d'autorités. Donc pour ça, on va récupérer les rôles. Donc on va faire user.getRole, mettre ça dans une variable. Et puis là, il faut qu'on transforme la classe rôle en classe autorité. Donc pour ça, on va utiliser un map. Donc on se rappelle, le map, c'est pour transformer chacun des éléments d'une liste. Donc on va faire rôle.stream, on va faire .map. Et puis là, pour chacun des éléments, donc les éléments, c'est des rôles, on va créer un nouveau user authority, granted authority, pardon. Je vais vous donner la classe à utiliser. Il y a une classe qui s'appelle simple granted authority, et puis dedans, on va juste passer le nom du rôle, donc role.getName. On est sur un stream, on a appelé un map. Est-ce que vous vous rappelez comment on récupère les éléments dans une liste à la fin? Pour récupérer les éléments dans une liste, quelle opération je vais appeler? Petite révision d'il y a 3 semaines. Collect to list, super. Ok, donc là, collect, et puis sur la classe collectors, ici j'ai to list, to set, etc. Qu'est-ce qui est plus logique, to set ou to list? Probablement to set, pour éviter d'avoir des doublons. Ça changera probablement pas grand chose. Je mets ça dans une variable, donc ça me fait un set de granted authority. Donc je vais l'appeler authorities par exemple. Ici on va mettre l'interface, donc granted authority. Et puis il nous reste qu'à construire l'utilisateur. Donc là je vais passer en username. Non, user.getUsername, user.getPassword, et puis mes authorities que j'ai construit préalablement. Donc ça du coup ça permet au framework Spring, donc en gros quand vous allez accéder à une URL qui est autorisée, pour laquelle il y a une autorisation nécessaire, du coup automatiquement Spring va appeler cette méthode là, et du coup cette méthode là se charge de charger l'utilisateur en base de données, et puis ensuite Spring va regarder dans la liste des authorities ici et va vérifier que l'utilisateur déjà est bien authentifié et aussi qu'il a les bons rôles. Okay. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je ne sais pas trop. Clac, clac. Ah oui, si. Donc là, on a écrit le user detail service, l'interface. Le service, ici, j'ai oublié de mettre la notation service. Sinon, ça ne marchera pas. Donc on voit ici, il y avait une erreur sur l'auto-wired. Je le rajoute. Clac, clac. Donc je reviens sur Basic Haute Configuration. Et puis là, ici, je vais injecter mon service nouvellement créé. Donc je vais faire auto-wired, private user detail service. User detail service. Et puis, ici, je le passe à la configuration. Donc là, c'est pas trop mal. Ici, il y a une petite bout de configuration que je vais rajouter pour le delete, mais je le ferai après. Je crois que c'est tout pour le back en fait. Login controller, ça n'a pas changé. Donc verify user. Ah, ça ne l'a pas implémenté. Très bien. Donc ça, c'est le dernier truc qu'on a fait, qu'on a besoin de faire côté backend. Donc là, verify user. Donc là, du coup, on reçoit un username et un password du front.
Et puis, on veut vérifier l'utilisateur. D'après vous, comment on va faire? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont rendus jusque-là, peut-être? Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est étape 1, charger l'utilisateur en base de données. Alors, c'est pratique parce qu'on vient juste d'écrire la méthode, donc on peut l'utiliser. Et puis 2, vérifier son mot de passe. Et on lance une exception si son mot de passe est invalide. Du coup, la méthode dont je parle, c'est load user by username. Bon, c'est celle qu'on vient juste d'écrire. Donc on va s'injecter le service, user detail service, comme ça. Puis là, sur user detail service, on a notre méthode, load user by username. On va récupérer la valeur. Donc là, on récupère un user detail. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est vérifier le mot de passe. Donc là, on va s'injecter le password encoder, qui est le bcrypt machin là. Et puis ici, sur password encoder, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme méthode. Donc on a encode, qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc c'est pour passer d'un mot de passe clear text en mot de passe haché. Et on a aussi matches. Si on appelle encode sur les deux passwords, donc celui qui est dans user details et celui qui est passé en paramètres, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, il y a un mécanisme dans l'encodage qui s'appelle le cell ou le salt en anglais. Et à chaque fois, il y a un nouveau salt. Donc il faut absolument utiliser la méthode matches. Je vais faire une petite démo tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, rapassword, c'est celui qui vient du front. C'est le mot de passe qui est pas haché. Et encoded password, c'est celui qui vient de la base de données. Okay, donc user details, get password. Ok. Je vais arrêter le stream et le relancer. Alors, est-ce que je suis encore... Ouais. Ok. Du coup, on est dans la méthode verify user du user service IMPL. Je disais il y avait deux choses à faire. Première chose, charger l'utilisateur. Donc c'est avec la méthode qu'on vient d'écrire dans le user detail service. Et puis le deuxième truc, c'est vérifier le mot de passe. Comme je disais, il faut absolument utiliser matches. Il ne faut pas faire un code deux fois avec les deux passwords et après faire un equals. À cause de la manière dont les soldes fonctionnent. Je vais faire une démo après. Du coup, là, ce qu'on cherche à faire, c'est si ça ne matche pas, on va lancer une exception, je crois. Ouais, on va lancer une exception, c'est ça. New. Et puis il y a une exception qui vient de Spring qui s'appelle bad credential exception. Je vais juste mettre un message ici. Bad credentials. Et puis je peux par exemple mettre le username. Idéalement pas concaténer le mot de passe ici. Voilà. Je crois que c'est tout. Non, ouais, bonne question. En fait, la méthode matches, le paramètre à gauche qui s'appelle rapassword, en fait, ça c'est le mot de passe non haché qui vient du front. Et puis celui à droite, c'est écrit encoded password, donc c'est celui qui est haché qui vient de la base de données. Mais ici, à cet endroit-là, il ne faut pas faire un code à la main parce que ça ne marchera pas, en fait, tout simplement. Bah d'ailleurs, je peux peut-être même faire la démo tout de suite pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Je vais lancer déjà le serveur pour voir si j'ai bien écrit le code. Et puis je vais aller ici. Non, je vais aller là en fait. Oui. Ah, c'est revenu. Magie. Bon, mon PC est complètement à la ramasse. Voilà. Ok.
là c'est parti. Juste bien m'assurer que Spring démarre. Puis je vais faire une mini démo avec le password encoder. Ouais, c'est bon, s'il se rend là, c'est que c'est bon. Alors du coup, si je prends le password encoder et je fais encode, et j'encode, donc je hash un password très très simple. Donc je vais encode le password de password, je vais l'imprimer et je vais faire ça une deuxième fois. Okay, donc on va voir que si on appelle un code deux fois, en fait ça va retourner deux valeurs différentes. Je vais l'imprimer dans la console. Je mets de l'emphase là-dessus parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut absolument utiliser password encoder.matches. Vous ne pourrez pas faire autrement, en fait, tout simplement. Et je voulais aussi vous montrer du coup le format d'encodage de Bcrypt, juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs encodages possibles, en fait il y a plusieurs algorithmes de hashing plus précisément. Donc celui qui est recommandé c'est Bcrypt Password Encoder. Et en fait vous pouvez voir dans Spring qu'il y en a d'autres qui sont disponibles. Donc on les voit ici à droite. Faut juste faire gaffe parce qu'il y en a qui sont dépréciés parce qu'ils ne sont pas suffisamment sécures. Là j'en vois pas, mais MD4, MD5 il ne faut pas utiliser. Donc vous pouvez utiliser PBKD ou sinon Bcrypt. Mais en règle générale Bcrypt c'est bien. Ça n'a pas imprimé. Si, ça devrait l'avoir imprimé quelque part. Yes, ici. Du coup, vous voyez ici le premier élément. Du coup, c'est le premier encode. Donc, c'est le hashing. Ça c'est le hashing du mot de passe password. Et ça, je l'ai refait une deuxième fois avec le même mot de passe. Donc, en base de données, un même password va être stocké de deux manières différentes. Okay. Ici, dans l'algorithme Bcrypt, vous avez la version et puis ici la force, le strength, la force de l'algorithme de hashing. Et après, le dernier égal, il y a la valeur qui est là. Donc c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce qui va être stocké en base de données. Donc là, on a fini le back-end pour la partie stockage de user et rôle en base de données. Je vais juste tester vite fait l'application, voir si elle fonctionne. Je ne vais pas vous la montrer, c'est juste pour moi tester. Alors ça fonctionne. Unauthorized. Et puis ça fonctionne. Ok, donc vous pouvez me croire sur parole, ça fonctionne. Donc la dernière étape qui est assez rapide à faire, c'est on va rajouter, c'est le but de l'exercice d'aujourd'hui, donc rajouter une méthode qui s'appelle register. Donc je vais fermer ça. Et puis ici, du coup, on va créer une nouvelle méthode register. Donc ça va nous permettre, côté front, de rajouter un formulaire de création d'utilisateur qui va être assez simple. On va juste mettre username et password. Donc là, on va rajouter un nouveau request mapping sur /register. Donc public void register. En fait, je vais faire un truc parce que je suis un peu paresseux. Je vais juste copier ça en fait. Et ici, on va faire user service .register user. On va créer dans le service du coup la nouvelle méthode register user. Et puis du coup ici on doit stocker l'utilisateur. Le nouvel utilisateur en fait, en créer un nouveau en base de données. Donc d'après vous, comment on va faire ça? Ouais, carrément. Ouais, ok. Très bien, c'est une bonne idée de commencer par ça. Donc là, ici, c'est un modèle. Clac. Donc là, username, je vais mettre username. Et puis ici, est-ce que je mets password? Il faut que je fasse quelque chose avec là, du coup. Ouais, c'est ça, parce qu'il arrive du coup en clear text du front. Donc là, on le stocke en base de données. Donc là, on veut le hacher. On va faire
passer dans encoder.encode, très bien. Après, il nous reste enabled, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on va que mettre à true, c'est pour que Spring soit content. Et puis ici, on a les rôles à passer. L'utilisateur a nécessairement un rôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un rôle par défaut qui va être le rôle qui s'appelle user. Ok. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant cette ligne-là, du coup? Ouais. Alors, instancier ou le récupérer de quelque part? Ouais, on les a déjà créés. Et puis là, du coup, on va juste aller les chercher. Donc, je vais récupérer mon role repo, role repository. Et puis, en même temps, juste pour gagner un peu de temps, je vais récupérer le user repo. User repo. Ok. Donc là, on va faire role repo.find by id. Et puis là, l'id ici, comme on disait tout à l'heure, bah, en fait, c'est un string et ça correspond au nom du rôle. Donc là, on va récupérer user. On s'attend à ce qu'il soit là parce qu'on l'a déjà créé, donc on va utiliser or else throw, qui devrait jamais arriver. Donc var, on récupère le rôle, et puis du coup, on peut le passer au user. Ce qui nous reste à faire, c'est sauvegarder l'utilisateur. Donc on va faire user repository.save, save de user. Euh, Très bien. Ça me semble pas trop mal. Il faut probablement que je rajoute une transaction ici. D'ailleurs, ce serait pas mal que je le mette là aussi. Donc là, ça me semble pas trop mal, ouais. Mhm. Oui, ouais. Mhm. Ouais, c'est bien de faire ça. Juste, c'est possible que tu aies des services du coup qui vont plutôt avoir attrait à appeler d'autres services ailleurs. Donc par exemple, si tu as un système où, je sais pas, tu as un serveur qui appelle un autre serveur par exemple, tu as certaines méthodes où tu feras peut-être pas nécessairement du traitement base de données. Donc ça coûte rien euh, de le mettre là-haut. Je réfléchis en même temps que je parle, hein. Ouais, si tu le mets là-haut, du coup, ça va s'appliquer à toutes les méthodes. J'ai juste peur que du coup, tu aies un surcoût. En fait, ouvrir une transaction et gérer la transaction, c'est un surcoût en termes de temps. Ça prend du temps, en fait, ouvrir une transaction à la base de données. Donc, si tu le mets sur la classe, il n'y a pas de souci. Il faut juste que tu t'assures que ça s'applique bien, comment dire, que toutes tes méthodes sont vraiment transactionnelles. Dans le sens où si tu as beaucoup de méthodes qui font pas vraiment de requêtes en base de données, et du coup que tu appliques transactionnel partout, du coup ça va ralentir ton serveur inutilement parce que ton serveur va ouvrir des transactions pour chaque appel de méthode. Et ça, c'est un coût qui est assez élevé en fait, l'ouverture de transactions. Alors, bonne question. Je crois que transactionnel, celui-là, il n'y en a pas besoin. Par contre, je crois que je l'ai oublié. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. L'autre devra l'être. Et d'ailleurs, je m'étais fait avoir. Donc ici, celui-là, si vous ne mettez pas transactionnel ici, je vais vous dire ce qui va arriver. Donc ici, du coup, on va charger user. Et puis en fait, user.role, il est lazy load, hein. Et en fait, si vous ne mettez pas transactional, quand vous allez faire ici user.getRole, vous allez vous récupérer un c'est session not attached exception. Donc ici transactionnel est nécessaire. Mais bien vu Stéphane, sur l'autre, on n'en aura pas besoin. Donc si je reviens ici, ici il n'y a pas besoin de transactionnel parce que on fait pas de requête en base, je vérifie quand même. Ouais. Et puis tu vas en avoir besoin d'une là. Euh, Et juste petite subtilité, il y a un mécanisme en Spring qui fait que si une transaction est déjà ouverte, il n'en ouvre pas de deuxième. Donc si on ouvre une transaction ici
Et puis du coup, on appelle load user by username. Et puis du coup, cette méthode-là, elle est aussi annotée d'une transaction. Il n'y en a pas une deuxième qui est réouverte. Il réutilise la même. Il y a une manière de le paramétrer. Je crois que c'est avec le value ici, de souvenir. Ou c'est peut-être ailleurs. C'est ça. Requires new ou required, ça nous permet de dire est-ce qu'on on en veut nécessairement une nouvelle ou on peut réutiliser la transaction déjà ouverte de la méthode d'avant. Donc c'est juste pour être vraiment complet sur la réponse. Mais effectivement, le plus clean, d'après moi, c'est comme ça. Elle est probablement fermée à la fin du contrôleur, ouais, effectivement, ouais. Elle sera pas, non, elle sera pas fermée à la fin de cette méthode-là, ça je suis presque sûr. À cet endroit-là, c'est marrant, ouais, ici, je me suis posé la même question et en fait, j'ai pas eu. Ah, si, si. Alors, mon intuition, je vais pas vérifier, hein, mais je me suis posé la question aussi. Mon intuition, c'est que load user by username, c'est appelé par le framework Spring avant que tu arrives dans le contrôleur, en fait. Donc, en gros, ici, le cars controller, ce machin-là, qui est authentifié, en fait, le cycle de vie de la session, elle n'est pas encore démarrée et Spring va déjà pré-valider. Est-ce que tu es déjà authentifié avant? Ouais, exactement. Donc je crois que le cycle de vie de la session n'est pas encore démarré quand la méthode load user by username est démarrée. Et du coup, ça veut dire que si tu n'es pas dans une transaction, ici, ça va te péter une exception là, à cet endroit-là. Moi, ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre, mais j'ai pas vérifié avec des breakpoints, mais c'est mon intuition. Très bien, super question. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup sur... Là, on a fait register user. Voilà, register user. Très bien. Donc, je vais juste écrire le petit composant Angular et après, on va tester tout ça. Puis je m'arrêterai là-dessus. Donc ici, dans le app component, ce que je vais faire un truc un peu bateau. Donc là, ici, quand on n'est pas logué, on va rajouter une route qui s'appelle register, avec un nouveau bouton qui s'appelle register. Puis là, on va appeler... non, non, juste comme ça. Ici, dans app routing, on va créer une nouvelle route, donc qui est register, et qui va vers le register component. Register component n'est pas créé, donc je vais démarrer le terminal juste là. ng generate component register pour créer un nouveau component qui s'appelle register. Puis j'ai juste copié le contenu du component login parce qu'en fait c'est à peu près la même chose. Et puis on va appeler la méthode register côté back. Alors maintenant c'est bon, je vais juste importer ce machin là. Ok, ça c'est bon. On a une nouvelle route et dans le module. Là ça c'est bon. Du coup ce qui me reste à faire c'est écrire mon component. Donc je vais venir ici dans le login component et je vais tricher. Je vais tout copier en register component. Je vais aussi copier le HTML du login component ici et je vais juste changer du coup register pour login. Non, login pour register. Login pour register. Et puis ce qui me reste là, du coup, register.
Bien évidemment, il y aurait du code à factoriser probablement, mais c'est vraiment juste pour la démo. Puis ce qui me reste à faire, c'est au lieu d'appeler login ici, je vais appeler register et en fait je vais faire exactement la même chose en bas. Euh, il me reste juste cette méthode-là à créer dans le service. Et du coup, c'est exactement la même méthode et on n'appelle pas le même endpoint rest. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis je vais juste tester voir si ça marche, puis je termine la démo là-dessus. Alors, en attendant que je teste s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, le register ne marche pas, je vais juste regarder pourquoi. Ah, c'est sûr que si je redémarre pas mon serveur, ça le fera pas. Comme d'habitude. Ok, je réessaie la requête. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc je vais passer mon écran sur... Non, je vais finir quand même ici avant, je pars switcher deux fois. Donc la dernière chose qui nous reste à faire, c'est ici, ce que je voulais faire, c'est que le delete soit possible que pour un rôle en particulier. Donc ici, on va dire le delete, il est possible que pour les admins. Et puis, en gros, ajouter des nouvelles voitures, n'importe qui peut le faire, n'importe qui est logué peut le faire. Ok, donc ça, c'est authenticated. Et puis, la suppression, c'est possible que pour les admins. Ce qui est un peu particulier dans Spring, c'est qu'un rôle est toujours préfixé avec rôle. Et ils ont un concept en plus qui s'appelle euh, authority. Et en fait, quand vous utilisez un authority, vous n'êtes pas obligé de mettre rôle devant. Donc moi je me suis fait avoir hier quand j'ai fait l'exo. Ah non, c'est l'inverse. Je sais jamais. Attendez, je vérifie. As authority, ouais c'est ça. Donc as authority admin. Donc là du coup on va permettre que à l'administrateur de faire des suppressions. On va tester voir que ça fonctionne bien. Et avant de passer côté Firefox, j'ai juste, vu que j'ai pas mal de questions là-dessus, il y a un truc qui s'appelle login, form login dans Spring. Et en fait, ce machin-là, c'est utile si vous n'utilisez pas Angular. Si vous utilisez Angular, en fait, ça va faire que, au lieu d'appeler vos méthodes de login que vous avez créées dans le contrôleur, ça va en créer des nouvelles. Et quand le login est en succès, ça va faire des redirects des 302, 301. Et du coup, vu qu'on utilise Angular, nous, ce machin-là, vous ne pouvez pas le faire et vous devez écrire votre login et votre register à la main. Ok, un peu comme on a fait quoi. Donc là, je le réenlève. Je vérifie si ça fonctionne bien et puis on passe à l'autre écran. Ok, très bien, ça a l'air de marcher. Alors je log out. Ok, je passe le stream sur l'autre écran, juste un instant s'il vous plaît. Donc là, Angular car. Vous me dites si vous voyez pas le stream. Puis il faut que je passe l'enregistrement aussi.
Donc là, du coup, pour finir la démo, donc là, on a bien notre bouton register et notre bouton login. Donc j'ai déjà un utilisateur admin ici. Donc c'est celui avec le long mot de passe qu'on a créé au lancement de l'application. Donc si je fais login, ça fonctionne correctement. Et puis là, si je liste les voitures, bon, j'ai supprimé la voiture test, on voit que la suppression est bien possible pour l'utilisateur admin. L'utilisateur admin peut aussi créer des voitures. Ok. Donc là, je vais faire logout, et puis là, je vais faire register avec un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler Titi, et avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Super secure. Donc là, mon register, il a bien fonctionné. La manière dont j'ai écrit du coup mon composant Angular, en fait, le register, il fait aussi un login en même temps. Je ne sais pas particulièrement comment, mais bon. Voilà, donc là, on est déjà logué comme Titi. Donc là, on va tester create car. On va faire un nouveau test ici. Donc la création fonctionne. On va quand même faire un list, donc on voit que c'est bon. Et puis ici, si je fais un delete, donc là ici j'ai bien l'authorize. Donc ici on voit qu'on a différents rôles avec différentes autorisations en fonction des URL. Donc ça c'est assez commun dans beaucoup d'applications, donc c'est pas tout le monde qui a le droit de tout faire. L'utilisateur visiteur, enregistré ou les administrateurs ont le droit de faire des choses différentes. Donc ça finit l'exercice d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui?